Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. Alors, où partons-nous aujourd'hui? Réponse tout de suite. Eh bien, c'est parti pour le Maine-et-Loire et croyez-moi, je vais trouver chaussures à mon pied. À tout de suite. Et bonjour Alexis. Bonjour Xenia. Rentre donc. Ok. Viens trouver chaussures à ton pied. Voilà, dans la capsule. Il fallait cette bonne petite blague pour commencer. Tu es le co-gérant de Beau Sabot, Voilà. co-gérant avec ta petite sœur Justine. Exactement. Et vous avez tout récemment repris la suite de l'entreprise familiale. Et donc, si je ne me trompe pas, c'est la 5e génération. Vous êtes la 5e génération. Exactement, on est la 5e génération. Tout a commencé en 1890 à peu près. Donc c'était notre arrière-grand-père qui a commencé à fabriquer des sabots, donc des sabots tout en bois. D'accord, pour le coup, pour vraiment l'usage de la ferme, quoi. Ah, c'était vraiment, voilà, c'était à une époque, tout le monde avait, enfin à la campagne, dans chaque village, il y avait des sabotiers qui équipaient tous les fermiers, tous les compagnons de la campagne. Donc c'était des sabots vraiment tout en bois. tout en bois. Donc là, il se baladait de ferme en ferme, il sculptait le sabot en fonction du pied? En fonction du pied, okay. Mais vraiment, il prenait souvent, il allait dans une ferme, il y avait toute la famille à équiper. Chausser, hein. Et du coup, il allait tailler un arbre et il débitait plusieurs paires de sabots. Il pouvait faire plusieurs paires. Pour les enfants, il pouvait faire des paires de plusieurs pointures pour que ça suive aussi l'évolution du pied. Et donc là, c'était vraiment à l'époque, il bougeait de ferme en ferme, il n'y avait pas d'atelier fixe. C'est génial. Il emmenait ses outils avec lui. Ok. Et après, la relève a été assurée à chaque époque, sa transition et sa façon de faire. Voilà, à chaque époque, en fait, mon arrière-grand-père, donc a lui sédentarisé l'activité. Donc il a ouvert un atelier donc à Saint-Rémy-en-Mauges, donc pas trop loin d'ici. Donc c'était un atelier où là, il fabriquait toujours des sabots tout en bois, mais il commençait à mécaniser le process en fait pour faire plus de sabots. Bien sûr. Donc là, dans l'atelier, il était tout seul. Après, il a commencé à faire venir un ou deux compagnons. Donc là, on est au début du XXe siècle. Voilà, c'est ça. Ouais. Okay. C'était en début, j'ai pas toutes les années, mais c'est dans les années 20, on va dire ça, enfin années 10, 20. Après, petit à petit, il y a mon grand-père qui est arrivé. Et donc lui, il est arrivé, il n'y avait pas assez d'activité pour travailler avec son père. Donc il est venu à Montigny pour reprendre une saboterie qui était en faillite. Donc le site existe toujours, on travaille toujours sur ce site actuellement. Ouais. Il a pris cette activité-là et il a développé donc les sabots toujours comme cela. Voilà, tout en bois, plus des sabots avec un dessus cuir. Donc il a commencé déjà, à faire évoluer. On faisait rentrer un peu l'aspect esthétique dans la chaussure. Et puis il y avait un problème aussi, c'est qu'il y avait, enfin un problème, il y a le caoutchouc qui est arrivé entre-temps. Donc les bottes ont vite remplacé les sabots à la campagne. Enfin dans les champs, donc il a dû trouver une alternative en créant un sabot un peu plus mixte, voilà, qui pouvait se porter pas forcément que dans les champs, on va dire. Bon, après il y a mes parents qui sont arrivés, donc là on est dans les années, faut pas que je dise de bêtises, dans les années 80, et donc là donc c'était beaucoup plus compliqué, clairement le sabot on n'en voyait pas beaucoup. Bon, il y a eu les époques 70 qui ont un peu relancé le truc, mais bon... Oui, ça a presque disparu en fait. Ça a disparu, donc là ils sont partis sur une orientation complètement différente, c'est de donner beaucoup de matières différentes, de travailler beaucoup de matières différentes et de développer plein de modèles aussi. Donc avant on était sur des sabots vraiment classiques, des sabots avec tout le dessus cuir, et ils ont dû évoluer avec des petites sandales, des mules, des sandales, voilà, des sabots. Faire évoluer le produit, pour puis aussi faire évoluer le type de clientèle. Avant, donc mon grand-père quand lui travaillait, tout partait dans les régions limitrophes autour de nous, Bretagne, Pays de Loire et peut-être un peu Poitou-Charentes, mais ça restait vraiment du local. Et tes parents ont ouvert à l'international ou se sont concentrés? Ah oui, carrément. Non, ça commençait, déjà ils ont ouvert le national et puis dès les années 90, ils ont commencé à développer à l'international. Donc il y avait l'Europe, mais il y avait aussi le grand export, parce qu'ils ont commencé le Japon dans les années 90. Puis j'imagine que les Japonais sont friands, déjà ils sont friands du savoir-faire français, mais en plus ce genre de produit, ça doit très bien marcher. C'est un produit qui plaît, donc ils aiment le produit, ils aiment aussi l'histoire, ils adorent les Japonais avoir un produit avec une histoire derrière. Donc le fait qu'on soit la 5e génération, que tout soit fait toujours en France, on a toujours l'activité en France, et donc ça ils apprécient énormément. Donc le côté Made in France ils aiment,
le côté historique ils aiment, donc ils aiment le produit. Le package entier Ouais, leur plaît. oui, voilà, exactement. Et du coup, si tu rajoutes à ce package-là, vous sourcez vos matériaux globalement en France. Il y a une démarche éco-responsable derrière tout ça? On est très penché sur le côté éco-responsable. Nous, on a une démarche d'essayer de sourcer en local. Après, le problème qu'on rencontre, c'est qu'en France, la filière chaussure a quand même été très dévastée dans les fins des années 90. Et pourtant, là, on est dans le bassin Choletais, qui est quand même, la chaussure est endémique. C'était un bassin qui était énorme au niveau de la chaussure. En France, c'était un gros bassin de production. Bon, la plupart des entreprises ont fermé ou délocalisé. Bon, nous, on est resté parce qu'on a un produit quand même atypique. Mais voilà, donc pour revenir à la question sur le sourcing, on source en France quand on peut, mais quand on peut plus, on source à côté. Souvent, c'est l'Italie ou l'Espagne. Il y a des produits qu'on ne fabrique plus en France et du coup, on est obligé de sourcer ailleurs. Et pour ce qui est français, du coup, par exemple, tu parlais de ton grand-père qui allait récupérer dans les arbres carrément des jardins des gens. Ouais. Là, le bois reste français. Le bois reste français. Donc le bois, il vient de Loire-Atlantique, donc on n'est pas loin. Il vient à côté de Châteaubriand, de la forêt de Juigné. Ouais. Donc c'est du hêtre. Donc on le source en local parce que c'est vrai que on fait venir des grumiers. C'est plus simple pour nous de faire venir quelque chose de vraiment de proximité. Et c'est un bois qui se travaille très bien. C'est le bois historique pour faire les sabots. On n'a jamais trop évolué dessus. Et puis après, jusqu'à preuve du contraire, si le bois est bon, la chaussure va durer dans le temps, comme tout produit de haut de gamme finalement. Exactement. Ouais, là, les semelles qu'on fait en bois de hêtre, elles sont vraiment increvables. Enfin, vraiment, tu vends bien ton produit. Non, mais c'est vrai que pour les abîmer, il faut quand même y aller. Il faut y aller, ouais. Et je voyais aussi que vous étiez entreprise du patrimoine vivant. Le label a été renouvelé, c'est ça? Alors, le label, on l'a obtenu pour la première fois en 2018. Donc, c'est un label qui met en valeur le travail, un travail patrimoine, qui est historique, qui est un peu unique en France. On est les seuls en France à faire ce type de produit, de A à Z, de faire la semelle bois et le montage final, et de conserver ce savoir-faire. C'est un savoir-faire qui est très spécifique. Il n'y a pas de formation qui existe. Oui, c'est ça. Vous formez vos salariés en interne? On forme tout en interne. Nous, il n'y a plus de formation, donc on est obligé de prendre... Il n'y a plus beaucoup de personnes qui ont travaillé dans la chaussure avant. Ou alors elles sont un peu plus âgées, on va dire. Oui, donc en plus, il faut garder le savoir-faire et le transmettre. Et toi, tu t'es mis à la place des salariés pour connaître le métier et ensuite leur transmettre. Alors, je ne connais pas tous les domaines, mais les savoir-faire clés, le travail du bois, j'essaye. Je ne suis pas aussi performant qu'eux, parce que maintenant, ils ont l'habitude. Mais ça m'intéresse de travailler aussi avec eux pour voir comment ça se passe. Et aussi, même pour essayer de convaincre des nouveaux de venir. C'est plus facile d'en parler quand on a, quand on a été un peu... ça veut dire que si demain tout le monde est malade 2 jours, tu peux? Je peux, mais je ne serai pas aussi efficace que... Une chaussure. Oui, voilà, ça irait pas très vite. C'est combien de temps, normalement, le temps de fabrication d'une paire? Le temps de fabrication d'une paire, c'est compliqué à dire, parce que les semelles, on produit par grosse série, mais pour faire 800 paires de semelles, on lance souvent par des séries de 800 paires pour les semelles, ça nous prend quand même 3 mois entre le débit du bois et le produit final. C'est un cycle qui est très long. Après, sur l'assemblage final du cuir sur la semelle, ça peut aller très vite, parce qu'on a toutes les matières en stock. Donc après, on a juste les opérations de coupe, piquage et montage. Donc ces opérations-là, ça peut être fait, si on chronomètre vraiment, qu'on fait sans problème, on peut le faire en une demi-heure à 1 heure selon les modèles. Ouais. Et du coup, tu parles du Japon. Globalement, vos clients, j'imagine que c'est quand même principalement des femmes, de ce que j'aperçois. Et après, en pourcentage, export et France Alors, en pourcentage, en gros, on a 1 paire sur 2 qui part à l'étranger. Ok, c'est énorme. Alors, c'est en moyenne, parce que ça fluctue selon les saisons. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Là, en ce moment, on est sur cette base de 50% de paires qui part à l'étranger. Donc, les pays clés à l'étranger, il y a le Japon, Corée qui marche bien, l'Australie et États-Unis, Canada. Donc, c'est des pays assez éloignés, mais au moins, c'est volontaire qu'on ait fait ça. C'est souvent, vu qu'on a un produit quand même qui est tendance ou pas tendance, quand ça va dans un pays, des fois ça va pas dans l'autre. Donc ça nous aide à combler en fait les... Alors que pour l'instant, en France, au contraire, ça remonte en France, on a une belle demande depuis le Covid. En fait, il y a le Made in France qui a été pas mal, qui a une bonne presse et qui nous porte là-dessus. Et du coup, c'est vrai qu'on a bien développé les points de vente en France.
Et on continue à les développer. Après, il faut qu'on sécurise ça. Mais c'est ça, parce que tu peux toujours un peu avoir l'image désuète du sabot, de cette chaussure, etc. Et finalement, vous arrivez à en faire des objets de mode. Moi, je trouve qu'on en voit quand même de plus en plus dans la rue. Et c'est marrant de se dire qu'il faut toujours perpétuer les traditions tout en étant moderne. Ça doit être un peu challengeant au quotidien. Ça. Voilà, nous, on veut faire des produits intemporels, mais il faut quand même faire des choses tendances. Donc, on essaie de trouver des matières qui sont sympas, des matières qui attirent l'œil, des matières qui donnent envie d'acheter. Donc ça, on se débrouille pas trop mal. Et, tout en gardant la qualité de votre produit. On ne dérange pas la qualité, on veut faire des produits durables, donc on veut des produits de qualité. Et donc du coup, on arrive à trouver des matières qui marchent par rapport au public. Vous vous engagez à ce que vos produits durent dans le temps, donc les gens forcément acceptent de mettre le prix, parce que ça, on rentre peut-être pas dans du haut de gamme, mais quand même dans enfin voilà, on n'est pas sur des prix de fast fashion. Est-ce que tu sens aussi qu'il y a un enjeu, une prise de conscience de cet enjeu d'écologie, de durabilité, etc. Oui, alors là, les gens font attention à ça. Bon, c'est vrai qu'il y a l'aspect coût qui est perturbant, surtout en ce moment, parce qu'il y a quand même l'inflation. Les clients font quand même plus attention à leur budget, leur pouvoir d'achat qui est plus limité. Nous, on a un produit plaisir, donc on arrive souvent à la fin. Mais on leur explique bien, il y a un discours derrière, comme quoi le produit il dure dans le temps. Que c'est un produit qui peut être réparé. Enfin, ça dépend des cas, mais la plupart du temps, on peut essayer de réparer. Donc, c'est quand même un produit qui va durer dans le temps. Donc, s'ils achètent le même modèle avec des qualités un peu moindres, qui va durer qu'une saison, nous, ça va durer quand même beaucoup plus de saisons que ça, et c'est là-dessus qu'on peut se battre. Est-ce qu'il y a un produit qui est le plus en vogue parmi tout ce que vous proposez, ou oui, je vais regarder. Bon, un produit qui marche bien. Bon, je vais le prendre, mais voilà, c'est une sandale. Les cuirs métallisés en ce moment marchent très bien, ça attire l'œil, c'est léger. Et, puis, et du coup, des petites brides, c'est pas du 39, je suis désolé. C'est pas grave, je vais rappeler si ça va être exprès. Vous avez en plus ce système, c'est vous qui l'avez créé, ou ça date aussi on l'a créé avec un partenaire, parce qu'on travaille avec lui depuis plus de 30 ans déjà pour faire cette flexion-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ajoute du confort au produit et qui facilite la marche. Oui, bien sûr, parce que j'imagine que ces sabots, comme l'ont connu nos ancêtres, c'était pas forcément très très pratique. Non, pas du tout. Esthétiquement, bon, il y a un parti pris, mais à l'origine, c'est quand même pour mettre ses chaussons dedans. On mettait les chaussons dedans. Donc, c'est pas qu'ils avaient des gros pieds. Non, c'était pour mettre les chaussons dedans. Mais on en vend toujours pour des anciens qui sont nostalgiques, on va dire, qui veulent encore aller dans le jardin avec ça. Vous en fabriquez quand même? Mais non, on les fabrique plus. On a le stock, on a les machines, mais on a perdu le savoir-faire. Parce qu'on n'en avait pas assez de demandes et du coup, on n'a pas continué dessus. Mais on a encore un peu de stock. Et quand vous avez repris vraiment, même si j'ai cru comprendre que ton papa passait encore quelques têtes par là, quand vous avez pris donc là en janvier 2024, est-ce que c'était évident pour vous deux de prendre la suite? Ça, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le sujet, mais en fait, avec Justine, au départ, on n'était pas du tout dans cette voie-là. On était dans deux voies complètement différentes. Et à la fois géographiquement, on n'était pas du tout dans la région. Et quand nos parents ont commencé à parler de vente d'usine, on s'est dit... ça pique un peu, quoi. En plus, sans trop se concerter, on a eu la même réaction tous les deux. Et on s'est dit, est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on tente l'aventure? Du coup, moi, je suis arrivé en 2016 pour commencer à intégrer l'atelier. Et ma sœur est arrivée 2 ans plus tard. Bon, déjà, c'était d'un commun accord aussi. Si on y allait à deux. C'est chouette. Parce qu'on est très complémentaires, on travaille sur des sujets complètement différents. Et donc, c'était vraiment important pour nous déjà de nous faire un petit peu la main, donc, avec nos parents qui étaient encore présents dans l'atelier. Et petit à petit, on a fait nos petits bouts de chemin, on a vu que ça se passait bien, que ça nous plaisait. C'était jouable, Et voilà, après, ça s'est fait naturellement, en fait, après. Et non, finalement, quand il y a eu le départ officiel à la retraite, pour nous, c'était la continuité. Oui, tu étais lancé et puis il n'y a pas eu forcément de changement. C'est mignon parce que tu dis que quand tes parents se sont posé la question de la vente, ça veut dire qu'à aucun moment, ils vous ont un peu mis la pression de « faut que vous preniez la suite ». Pas du tout, non, ils nous ont jamais mis la pression. Pourtant, on baigne dedans depuis qu'on est petit, ils nous ont jamais... Puis nous, on était dans nos voies différentes. Ils se sont dit bon, c'est bon, ils vont faire leur vie chacun de leur côté dans leur voie. Et non, finalement, on est revenu à la source. Mais voilà, c'est quelque chose. Du coup, ils doivent être fiers aussi. Je pense. Ils disent qu'il y a une continuité dans leur travail aussi, que c'est un peu leur bébé quand même, parce qu'ils l'ont bien développé, bien diversifié. Je pense qu'ils sont contents que ça ne s'arrête pas comme ça, ou même si ça aurait continué ailleurs, ils se disent bon, ça reste entre les mains de la famille, on va dire. Et puis on veut garder le même esprit, même pour les employés, je pense qu'ils étaient contents, parce que c'était dans la continuité.
Ils nous connaissaient parce qu'on venait souvent dans l'atelier aussi, et ils se sont dit, bon, il n'y aura pas trop de changements avec eux. Je pense que ça les a rassurés aussi. Ouais, bah, ça met un cadre agréable pour tout le monde. Vous êtes combien? Il y a combien On est d'employés? une douzaine de personnes, ça dépend. Selon les saisons, Ouais. on a un produit très saisonnier. Donc, lequel? Ah oui. bah, tous les produits. Oui, bien sûr, on travaille beaucoup plus l'été. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'on a des saisons fortes de production et des saisons un peu plus faibles. Et vous êtes principalement sur des produits féminins, du coup? Bah, presque. On essaie de développer l'homme, mais c'est plus compliqué. C'est encore une autre histoire. Là, pour le coup, c'est vraiment la mode qui prend la c'est décision. plus ça, ouais. Puis bah, c'est vrai que nos boutiques, enfin nos clients B2B, c'est surtout des magasins de prêt-à-porter féminins. Donc, elles font pas forcément de gamme homme, et du coup, c'est plus dur à rentrer dans ces magasins-là. Donc, combien de points de vente? En France, on a environ 200 points de vente et une centaine à l'étranger. Donc c'est pareil, ça fluctue selon les saisons, mais en moyenne, c'est dans ces chiffres-là. Donc point de vente, vente en ligne? On fait de la vente en ligne sur notre site, en direct. Et vente à l'entreprise ou pas du tout? On fait une vente d'usine. On a commencé cette année. C'était la première en avril. Donc là, on fait des... Enfin, c'est les stocks, c'est des paires qu'on a. Et moi, j'ai raté le coche. Mais la prochaine fois, on t'invite. Mais c'est vrai qu'on le fait, c'est vraiment tout nouveau de cette année. Je pense qu'on le refait parce qu'on a eu des super bons retours. À la fois par des gens qui sont venus juste pour voir un peu l'atelier, et finalement, ils ont acheté aussi. Enfin, tout le monde a été séduit. Alors, il y en a qui ont été déçus parce qu'il n'y avait pas d'hommes, justement. Donc, il faut qu'on réfléchisse là-dessus aussi. Oui, du coup, il faut quand même réussir à toujours innover. Alors que finalement, la chaussure, ça reste assez basique. Si on reste, voilà, mais et c'est pas difficile de trouver des voilà, c'est un milieu qui est assez compliqué. Il faut trouver des nouveautés, la concurrence. Faut apporter, mais il faut s'inspirer de la concurrence aussi, s'inspirer des retours clients qu'on a. Donc on essaye d'adapter le produit en fonction de tous ces retours-là. C'est vrai qu'on va pas révolutionner, on va pas inventer une nouvelle chaussure, ça reste assez basique, mais on essaie de... Tant que les gens auront que 2 pieds, c'est exactement. Tu peux pas faire grand-chose. Mais on essaie de trouver par exemple des nouvelles matières, des matières plus éco-responsables que le cuir, parce que c'est vrai qu'on travaille que du cuir, parce que c'est une matière qui est durable pour nous, qui est très noble. Mais voilà, on a des sollicitations pour des matières plus écolo, et donc on essaie de travailler dessus. Plus de la fibre végétale? Oui, mais bon, après, c'est que c'est en tenue dans le temps, pour l'instant, ça marche pas. Donc on a fait des tests, c'est pas satisfaisant. Donc on essaie de trouver d'autres pistes, ou des matières recyclées qu'on essaie de trouver aussi. Mais c'est des pistes. Du crash test au fur et à mesure. Voilà, il faut qu'on avance et qu'on trouve on va trouver. On va bien évoluer là-dessus. Tu penses que vous sortez combien de chaussures par an? Là, on en sort à peu près, alors c'est pareil, ça dépend beaucoup des saisons, mais on se dit sur une année, c'est entre 20 et 25 000 paires par an. Ah oui, ok. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Moi, ça me paraît énorme. C'est très peu par rapport à... Si on regarde d'autres usines qui ferment, c'est ce qu'ils font en une journée. Oui, mais donc, toi, ça reste de l'artisanat. C'est très artisanal, c'est des toutes petites séries, donc on est très loin de ça. Voilà. Et ça, on veut pas bouger, on veut pas rentrer dans les grosses séries. Vous avez raison. C'est comme ça qu'on préserve ce savoir-faire. L'ambition de notre web-série, c'est de partir vers un nouveau monde, un monde de demain. Toi, ton monde idéal, il serait comment? Moi, le monde idéal, la mode, on en parle beaucoup en ce moment, que c'est un secteur qui pollue énormément. Moi, le monde idéal, c'est que les gens achètent moins, mais mieux. Tout simplement. Là, si je parle vraiment par rapport à notre contexte, c'est d'acheter moins, de faire attention à limiter sa consommation, mais d'acheter surtout mieux. Et voilà, d'acheter un produit plus qualitatif. Prise de conscience. Voilà. Et alors, question subsidiaire, si tu devais emmener un seul objet dans ce monde nouveau? Je prendrais une petite paire de chaussons, du coup, pour être bien confort. De chaussons, parce que je serais très à l'aise, très cosy, très au coin du feu. Bon, là, c'est vrai que là, c'est pas la période, mais... Non, on en a pris l'hiver, donc c'est bon. On est content de mettre des sandales et des sandalettes. Mais très bien, je note. Écoute, peut-être je viendrai en chaussons aussi dans ton... La prochaine fois. Merci beaucoup, Alexis. Et puis, bonne continuation. Vivement la 6e génération. Vous avez des enfants qui suivent? Pour l'instant, ils sont encore jeunes. Mais ils en parlent déjà, mais ils veulent pas venir, justement. Donc, ils veulent pas se faire attraper. C'est comme tes parents. Voilà, exactement. Pas de pression. Et puis tu verras qu'ils reviendront. Exactement. Trop bien. Merci beaucoup pour ton accueil. Et puis longue vie à Beau Sabot. Et à bientôt. Merci à toi. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre web série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. Salut! Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.